Bonjour Louise, Bonjour Déborah. je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour les trophées Rotary. On va aller un peu plus en détail, notamment l'histoire de Stories Équipement. Alors avant tout, avant de rentrer dans les détails, c'est quel a été le déclic justement d'entreprendre? Il y a toujours un démarrage dans un projet, dans une start-up. Comment ça s'est passé? Pour moi, dans mon cas, ça a démarré à 18 ans quand j'ai découvert les travaux de Mohamed Younous, prix Nobel de la paix, aussi connu sous le nom du banquier des pauvres. Il a inventé le microcrédit. Et je pense que c'est le premier à avoir démocratisé ce qu'on appelle le social business, en fait. Cette capacité à créer une valeur économique, donc un business, à partir de la résolution de problèmes, de problèmes sociétaux, de problèmes environnementaux. Et j'ai construit en fait un peu toute ma vie sur cette pensée parce que j'adore ce qu'il fait. Pardon. Et j'ai construit un peu toute ma pensée intellectuelle sur ce qu'il fait parce que j'adore ses travaux. Et comme j'étais avec un parcours assez classique d'école de commerce, ça faisait du sens pour moi de me dire, OK, faire du commerce, oui. Faire du commerce qui a du sens, oui, fois deux, voire fois trois. Et j'ai intégré Somfy, qui est un gros groupe international plutôt près de chez moi à Cluse. J'ai fait 1 an dans cette grosse boîte et je me suis rendu compte, donc c'est vraiment les débuts, si vous voulez, c'est le premier gros emploi dans lequel vous êtes quand vous terminez les études, vous intégrez une grosse structure. Vous découvrez qu'il y a plein de choses que vous apprenez qui sont beaucoup plus complexes que ça. On vous apprend à être out of the box. C'était très ma génération, ça. Au moment où je suis arrivée, c'était vraiment les... On parle d'un truc il y a plus de 10 ans. Les réseaux sociaux. On voulait me mettre sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai toujours eu horreur des réseaux sociaux. C'était terrible. D'autant que je suis la génération années 90, un peu entre les deux. Donc, en réalité, les réseaux sociaux, moi, je les ai appris sur le tas. Je les ai pas, c'est pas, j'ai pas vraiment grandi avec. C'est venu un peu plus tard. J'avais déjà 14, 15 ans. On doit être de la même période, donc je vois très bien. Exactement. Et en arrivant là-bas, je découvre un peu comment fonctionne, si vous voulez, le monde réel du bâtiment, les objets connectés. Je découvre un ensemble de complexités qui sont pas seulement françaises, qui sont dues à comment les marchés sont structurés. D'un côté, les produits, d'un côté, les professionnels. D'un côté, vous avez les constructeurs de maisons individuelles, de l'autre, vous avez les installateurs. Quand vous installez une alarme, typiquement, soit vous l'achetez, c'est dans la maison, soit c'est un installateur indépendant qui vous le dépose, et c'est le même fournisseur qui vous vend tout ça. Donc, je l'ai toujours appelé comme ça. Ça a été mon Walt Disney intellectuellement. Mais je me suis rendu compte que je ne trouvais pas ma place, en fait. J'ai beaucoup entendu de moi qu'il fallait que je me canalise. Et pour une raison complètement anecdotique, j'ai eu une opportunité de monter ma première société en Suisse. Et je me suis dit, eh ben, on va voir ce que ça donne quand je ne me canalise pas, tout simplement. Et le déclic entrepreneurial, j'ai envie de le préciser et d'insister là-dessus, c'est plus parce que vraiment je ne trouvais pas ma place. Peut-être à ce moment-là, peut-être qu'aujourd'hui je trouverai plus ma place. Je trouve plus ma place parce que j'ai une autre expertise, j'ai une expertise de niche aujourd'hui, donc peut-être que oui. Il n'empêche qu'aujourd'hui, je suis entrepreneur avec plusieurs sociétés et je l'ai été, je me suis construit encore aujourd'hui en tant que dirigeant d'entreprise, un peu par la force des choses. Donc on tient bon, on va chercher des ressources, on va chercher des mentors, j'en cherche encore aujourd'hui, mais c'est un apprentissage continu. L'entrepreneuriat, on ne le dira jamais assez, c'est sans fin. C'est sans fin. C'est exactement ça. C'est tous les jours, même au-delà des heures qu'on passe pour travailler, en fin de compte, même dans le perso, ça vient empiéter. C'est un peu presque une raison de vivre hein, au fur et à mesure. Ah, clairement, c'est ça. Et chacun a sa façon de gérer son perso et son pro. Moi, ça fait à peu près 7 ans que je fais ce que je fais. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il n'y a pas de distinction pour moi entre le perso et le pro. Ma journée, tous les jours, est exactement la même. Après, je suis quelqu'un de particulièrement discipliné, mais chaque jour est la même journée. Le week-end me sert juste différemment dans le sens où je sais que je peux travailler sans coup de fil, je sais que je n'ai pas de réunion, je sais qu'en fait, et je pense que beaucoup de dirigeants ont cette réalité, je sais que c'est le moment où je peux travailler sur du travail de fond, où je peux réfléchir, parce que je ne vais pas être coupé, parce que j'ai besoin de 4 heures, 5 heures sur le même sujet. Est-ce que vous pouvez définir la thématique pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, justement, de Stories Equipment?
Stories Équipement, en version synthétique et courte, ça fait partie de la grande aventure Stories. Stories Équipement est la société qui fait de l'assemblage de technologies d'automatisation dédiées à l'assistance sur le lieu de vie. À titre d'exemple, on va avoir du mobilier à hauteur variable. On va avoir un sol technique qui fait aussi qui fait surtout détection de chute, détection d'errance. Donc l'errance, c'est quand vous confondez le jour et la nuit et que vous partez faire le marché à 3 heures du matin alors que c'est pas exactement le bon moment. La détection d'intrusion. Et comme je viens de chez Somfy, je me sers également du sol comme outil d'automatisation, c'est-à-dire qui va faire toutes les fonctions Smart Home et Smart Building. Dans le cadre d'un bâtiment, là, le week-end dernier, j'étais à Paris avec un ami qui est bibliothécaire sur Paris, donc grosse bibliothèque. Tous les soirs, il doit faire une grande ronde pour s'assurer que personne n'est dans le bâtiment. Un sol technique comme le mien, de façon non intrusive, est capable de dire « oui, il y a bien quelqu'un à tel endroit ». Ce sol, il a énormément de possibilités et de potentiel. C'est un sujet qui est abordé depuis une dizaine d'années, essentiellement dans les pays nordiques. Il a été déployé beaucoup sur la partie commerciale. Il a fait beaucoup de bien par rapport au Covid, puisqu'à partir du moment où vous comptez le nombre de personnes qui rentrent et qui sortent d'un espace, vous êtes en capacité de dire qu'il y a potentiellement trop de personnes dans l'espace, mais il a été pensé pour une partie très commerciale. Alors que le sol que moi j'utilise, il vient d'Allemagne. Les Allemands, je les adore parce que ce sont des scientifiques à la base. Et eux se sont consacrés vraiment sur la partie care. Donc la détection de chute, 100% des chutes sont détectées grâce au sol. Avant d'avoir cette idée, il n'y avait pas un existant? Est-ce qu'il n'y avait pas une concurrence? C'est toujours un sujet un peu complexe. On se dit, oui, mais est-ce que finalement, je vais m'implanter dans tel secteur parce qu'il y a déjà des bigs dans le domaine? Au contraire, il n'y a personne. Mais est-ce que finalement, il y a un marché à prendre? C'était quoi un peu cette réflexion? La réflexion, donc il y a quand même 5 ans de réflexion de fond. Ouais. Oui, ça vient pas du jour au lendemain, quoi. Hein. Non, je le précise parce que Stories Équipement est plutôt jeune, donc 2023, un peu moins de 2 ans. On va passer les 2 ans. Stories Évasion, qui est donc le concept de village vacances Andy Fun et Senior Cool, entièrement adapté, qui est en cours de création dans le Gard à Gagnères, qui fait aussi partie de l'aventure Stories. Toutes ces idées-là et cette façon d'approcher le marché vient de 5 ans de discussion avec un ensemble de personnes qui, à la base, ne s'entendent pas. C'est-à-dire que vous prenez demain un habitant qui a besoin d'adapter son espace. Vous faites appel à la SOLIA, qui est l'organisme d'État pour vous aider à cofinancer votre espace. Bon. Dans certains cas, on a la MDPH dans la boucle. Très bien. Et vous avez quelqu'un du bâtiment d'un côté, vous avez un ergothérapeute de l'autre, et vous avez potentiellement un équipementier de l'autre. La réflexion de base, c'est de dire qu'il n'y a pas un seul endroit qui regroupe l'ensemble des équipements dédiés au maintien à domicile. Déjà, première chose, chacun va avoir une spécialité autour et une complexité de l'administration française qui fait que moi, quand j'étudie le Danemark qui alloue 2,8% de son PIB au bien vieillir, il y a quand même des inspirations qui me titillent, c'est pas forcément un terme très élégant, oui, mais qui vous fait percuter, quoi, en fait. qui me fait percuter. Ouais. C'est exactement ça. Je percute là-dessus. Quand je vois le Luxembourg qui fait des diagnostics multidimensionnels, c'est-à-dire que dès le départ, il ne dissocie pas le bâti, l'état du bâti, les capacités du bâti, des recommandations de l'ergothérapeute, ça me fait percuter aussi. Et l'idée, c'est de ne jamais réinventer l'eau chaude. Ça fait quand même globalement partie de mes valeurs fondamentales. Et c'est d'importer tout ça et de dire, OK, comment on approche le marché français? Qu'est-ce que la France est prête à faire pour bien vieillir, voire mieux vieillir et mieux vivre en situation de handicap? Actuellement, en tout cas pour ceux qui nous écoutent, on est en plein en France sur l'actualité, sur la loi sur la fin de vie. Est-ce que est-ce que ça vous fait sens? Est-ce qu'on peut en parler justement? Alors, on peut. J'ai quand même pour réflexe de préciser que je ne suis pas spécialiste de ces questions, je ne suis pas ergothérapeute, etc. Moi, je le vois beaucoup à travers le prisme de mes clients, des personnes autour de moi, typiquement mon grand-père, avec qui je discutais il n'y a pas longtemps, qui me disait, mais moi, je veux que cette loi, elle passe. J'ai envie que cette loi, elle passe. Et c'est la première fois que j'ai une personne âgée qui officiellement, parce que c'est le sujet du moment, qui m'en parle, vraiment. Et qui me dit, c'est une bonne idée. Qui me dit, clairement, nous, on a la Suisse à côté, puisqu'on n'est pas très loin d'Annecy, enfin, on est à Annecy même. Et c'est possible. Et c'est possible. Donc c'est un peu ce dilemme actuel. Le dilemme, il est compliqué, puisque moi, je construis toutes mes réflexions à partir des réflexions des militants
beaucoup, parce qu'ils sont une source d'information, mais absolument remarquable. Et je recommande à toute personne qui s'intéresse à la question de regarder les travaux d'Elisa Rojas. Parce que le point de vue de la personne en situation de handicap n'a rien à voir avec le point de vue de la personne âgée, n'a encore pas non plus à voir avec le point de vue d'une personne malade. Et il y a un documentaire qui a été fait, donc il est en anglais, qui présente justement qu'est-ce qui s'est passé au Canada quand ils ont sorti la loi, de mémoire ça s'appelle MAID, Ouais. M-A-I-D. On mettra les références en bas dans la Exactement. description. Super. Et qu'est-ce qui s'est passé au UK de mémoire, ils l'ont passé aussi. Donc, c'est du cas par cas. On est vraiment sur du cas par cas et on est dans une société qui cherche à rationaliser, à standardiser le plus possible. La réalité des choses, c'est que si vous êtes malade, en situation de handicap et à la rue, votre seul recours ne devrait pas être la demande de suicide assisté. Pourquoi on en est là aujourd'hui en 2025 selon vous? Je vais pas être sympa, mais je vais dire la Mais être vérité. sincère. Voilà, je vais être sincère. Je pense que on associe le vieillissement et la situation de handicap à de la fragilité, à de la non-performance. Quand on décidera de voir les choses réellement telles qu'elles sont, c'est-à-dire qu'il y a tout un lot de performance et de productivité et de savoir et de connaissances parmi toutes ces personnes qu'on étiquette sous le label fragile, vulnérable. Je pense sincèrement que le monde ira mieux. Et une partie de mon job, c'est entre autres de dépolariser la conversation sur tous ces sujets. Dépolariser la conversation, que ce soit avec les artisans du bâtiment qui disent c'est pas possible de faire ça comme ça, les ergothérapeutes qui disent ça devrait être comme ça, et de mettre tout le monde d'accord. C'est-à-dire que moi, vraiment, j'assemble tout le monde, je prends les problèmes de tout le monde et je trouve une solution globale, standardisée, plutôt modulable, puisque je ne peux pas non plus la personnaliser à chaque fois, mais qui, pour le coup, fait du sens, qui demain permet de dire oui, vous pouvez gagner 5 ans d'autonomie. Donc retarder de 5 ans la perte d'autonomie si vous avez les bonnes ressources dans votre logement. Les bonnes ressources, c'est une cuisine adaptée, une salle de bain adaptée. Et c'est l'ONU qui nous le dit. On retarde de 7,5 ans la perte d'autonomie si on maintient les capacités fonctionnelles de l'habitant, qui sont sa capacité à se faire manger, sa capacité à faire sa toilette par lui-même. Quand on décidera de voir le gain économique de quelqu'un qui est en pleine forme, qui va bien pendant 5 ans de plus, qui consomme dans la société, qui a du lien social, qui participe à la vie pas de quartier, mais peut-être de la ville, j'élargis un peu, parce que j'en connais plein, moi, de 60-70 ans, ils pètent le feu, ils font des 100 km par jour de vélo, et c'est eux qui abordent la conversation avec moi, de me dire, c'est une drogue, le sport. Et moi, je suis là, 70 ans, oui, ok, clairement, tu es plus addict que moi, oui. Donc c'est plus globalement de dire, voyons, essayons de changer un tout petit peu le prisme. On va s'apercevoir que économiquement c'est plus intéressant. Je prends un autre exemple assez banal. Quand on a des enfants et qu'on est plutôt jeune, la première ressource, le premier relais d'aide, ça va être les parents. C'est un sujet qui est plus tendance et qui est plus actuel maintenant en 2025 qu'avant, ou c'est simplement qu'on prend plus conscience qu'avant? Non, c'est un sujet qui est plus d'actualité aujourd'hui en 2025 parce que, comme l'a rappelé notre président Emmanuel Macron, il faut faire un réarmement démographique. Donc ça fait bondir au plafond un certain nombre de personnes, particulièrement les femmes pour ne pas les citer. La population est vieillissante. Oui, c'est vrai, la population est vieillissante. Mais on est en permanence dans un paradoxe pas possible, c'est-à-dire qu'on demande aux nouvelles générations d'assurer la suite. En même temps, on les a biberonnés à la fin du monde est proche. On a foutu la planète en l'air. Je veux dire, on adore faire ça. Puis alors en France, on est les champions de la polarisation, du paradoxe en permanence. Je veux dire, le gluten, par exemple. Moi, j'ai un filleul qui est malade de cœliaque. Quand est-ce qu'on en entend parler, en fait? Quand est-ce qu'on entend parler de sa mère qui est obligée de lui faire des repas tous les midis, tout en payant la cantine parce qu'il prend quand même une place, et du manque de diversité dans son alimentation potentiellement. Donc elle s'arrache pour faire correctement, mais je veux dire, tout le monde n'a pas forcément les moyens. Pourquoi ce n'est pas un sujet qui potentiellement est prioritaire sur d'autres sujets avec lesquels je pense qu'ils sont moins prioritaires, qui sont un peu démagos, si vous voulez mon avis? J'ai pas de réponse, mais je pense que peut-être ça peut être le manque de financement ou alors l'intérêt financier derrière ou peut-être la priorité. Il y a peut-être pas assez de personnes. Je ne sais pas, j'ai pas de réponse non plus. J'ai des pistes.
à travers les entretiens qu'on peut avoir sur différents niveaux. Mais c'est vrai que ce soit des intolérances, comme vous le disiez, ça peut être moins intéressant. Et pourtant, la santé, je pense, doit être au cœur vraiment des préoccupations qu'on a. Mais encore faut-il avoir c'est une conscience d'ouverture. Oui, et puis la prévention. La population est extrêmement vieillissante, on a envie Mm. qu'elle soit en bonne santé. Et l'image que renvoie la loi justement sur le suicide assisté, Mm. c'est un peu de cette façon, en tout cas, que du côté du handicap, tout le monde le prend globalement. C'est, en gros, vous n'allez pas m'aider plus à mieux vivre, mais Mais je peux finir plus vite. ouais, c'est exactement ça. C'est- Et pour pour certaines personnes âgées, Mm. certainement aussi, hein. Mm. La vision 5 ans, 10 ans, ce serait quoi? On peut vous souhaiter quoi? Pour moi, Pour Stories vous, pour Équipement, Stories, bon, pour vous et Stories, parce qu'en fin de compte, c'est un seul bloc. alors c'est un seul bloc absolument. Moi, 5 ans à 10 ans, je veux proposer des vraies solutions pragmatiques pour pouvoir faire de la prévention chez soi, par soi-même. Je veux dire, on envoie des gens sur la Lune, on n'est pas foutu de nous donner les bons outils pour qu'on puisse prendre soin de nous à domicile, qui est quand même le lieu repère d'une journée de 24 heures. Donc, moi, ce que je cherche vraiment à 5 ans, 10 ans, c'est de démocratiser l'ensemble des solutions, de fédérer un ensemble d'acteurs autour du sujet. Donc, j'y mets le paquet parce que les financements, effectivement, il faut aller les chercher, que ce soit pour moi, mes activités, mais que ce soit aussi, ça fait partie de mon job, pour mes clients, de savoir comment ils vont pouvoir financer l'ensemble des équipements, potentiellement. Et j'irai plus loin. Mon rêve, c'est vraiment d'avoir tout un programme et tout un projet avec des médecins traditionnels, je crois qu'on dit, Oui, généralistes, oui, généraliste. des médecins généralistes, des ergothérapeutes, surtout pour toutes les personnes qui sont potentiellement isolées, de pouvoir dire, vous pouvez obtenir sur accord de la personne dans son domicile un rapport d'activité lié, entre autres, à son schéma de marche, de façon mensuelle, de façon annuelle, pour déjà préidentifier des potentielles difficultés physiques et donc être proactif sur les examens qu'il faut faire. Je vais être précise, aujourd'hui, il est possible avec le sol de déterminer votre vitesse de marche. Votre vitesse de marche, elle en dit long aussi sur votre état de santé général. Il y a d'autres métriques, mais celle-ci en particulier. Si une fois par an, on fait un bilan dans la maison, on active l'analyse de données, on envoie le rapport exclusivement au généraliste, et qu'on voit qu'au bout de 3-4 ans, on perd 0,3. Il y a 3 ans, on avait 7,5 de vitesse de marche. 3 ans plus tard, on a 7,8. Est-ce que ça vaut pas le coup d'anticiper, d'appeler la personne et de faire un check-in pour regarder un petit peu, finalement, vous avez des raideurs dans le cou. C'est un des premiers critères qu'on a pour les risques de chute. On va peut-être vous faire une ordonnance pour aller chez le kiné. Et ce qu'on fait en faisant ça, c'est on évite, on retarde la perte d'autonomie, on évite les chutes et on maintient quelqu'un à domicile. Donc, même l'idée d'avoir des déserts médicaux, etc., Oui, c'est le cas. c'est le cas. Et en fait, on ne peut pas inventer les médecins, on ne peut pas inventer l'endroit où ils souhaitent aller, parce qu'il y a aussi cette notion-là. Par contre, on n'a même pas besoin de l'inventer. Il existe déjà. Ils existent déjà, les outils pour les mettre à disposition des personnes pour qu'ils puissent faire eux-mêmes leur propre suivi. Avant de conclure notre échange, j'aimerais vous laisser le mot de la fin. Je vais dire plutôt un coup de cœur, une remarque assez générale, valoriser l'intégrité. Ne pas se laisser emporter par toute personne qui vous dit il faut faire les choses comme ça, mais si ça passe, etc. Ça ne passe pas. Et si ça passe, je veux dire, il n'y a pas de... Il n'y a pas de gloire ou de réussite là-dedans. Il n'y a pas, je crois que c'est Proust qui disait ça, il n'y a pas d'échec définitif ni de réussite facile. En fait, il faut s'accrocher, valoriser l'intégrité, faire des choses avec lesquelles vous êtes à l'aise et sincèrement tenir la durée. À tout moment, le bon email au bon moment peut changer les choses. À tout moment, la bonne personne au bon endroit peut changer les choses. Merci Louise. Et puis pour tous les liens, les références que vous avez dit, on les mettra en bas de la description de la vidéo. Merci Déborah, merci beaucoup.